Merci beaucoup, merci Julie. Voilà, une petite seconde d'adaptation. D'abord, merci à Marie-Odile pour sa confiance. Je voulais aussi remercier Lydie Matevet et puis Annie Bloch pour l'organisation de ces journées parce que ça a dû être quand même sacrément compliqué, je pense, qu'on arrive à se retrouver tous ensemble. Et donc, merci beaucoup d'avoir fait en sorte que ce soit possible. Donc, moi, je travaille à Nancy dans un centre qui s'appelle le CLIP, le Centre de liaison et d'intervention précoce, qui est porté par un CHS, le Centre psychothérapique de Nancy, et qui se situe dans une maison des adolescents, dans la maison des adolescents de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Voilà, voici l'équipe avec laquelle je travaille. Et puis donc le clip, ben, il est connecté avec un certain nombre de points, avec un service d'hospitalisation, évidemment, avec les CMP des secteurs du Grand Nancy, avec un centre de remédiation cognitive également, pour recevoir un certain nombre de patients. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, pour être clair, c'est des états cliniques à haut risque de psychose, c'est-à-dire ceux qui présentent des symptômes UHR, des symptômes positifs atténués ou des blips, et puis ceux qui présentent des symptômes de base, alors sachant que la littérature sur la question dont on parle, elle est surtout centrée sur plutôt les UHR. Juste pour resituer, pour qu'on soit bien tous d'accord sur les notions de base que vous pouvez retrouver dans cet article consensuel qui date de 2020 dans JAMA Psychiatrie et auquel Marie-Odile a participé. Voilà, le risque de transition pour ces populations, risque de transition vers la psychose à 3 ans, c'est 22%, un peu plus pour le groupe BLIPS, 38%, et ce sont des populations qui par ailleurs ont d'autres problèmes que le risque de transition vers la psychose, qu'il ne faut jamais oublier, un risque augmenté de troubles de l'usage de substances, des comorbidités psychiatriques, notamment de la dépression, premier plan, chez 41% d'entre eux, et puis un risque suicidaire qui peut être assez important, et 66% d'entre eux présenteront à un moment ou à un autre des idées suicidaires, et tout ça eh ben, peut s'accompagner de difficultés au travail, à l'école, dans le fonctionnement social et d'une détérioration globale de la qualité de vie. Alors, voilà à peu près le tableau. Malgré tout, il reste une question dans la littérature que vous voyez peut-être de temps en temps. Il y a une vraie, comment dire, il y a une vraie discussion scientifique à ce sujet, qui est faut-il vraiment traiter les stades précoces? La question se pose, faut-il vraiment intervenir avec ces populations à haut risque clinique? Et il y a encore des questions qui se posent. Pour avancer un peu sur cette question, je me suis permis de piquer cette diapo à Christina Andreou qui travaille à Lübeck, et donc je tiens à le signaler parce que quand un travail est bien fait, eh ben, il faut pouvoir s'en resservir, mais je pense qu'elle a bien résumé le problème. D'abord, ce qui parfois fait polémique, c'est que la plupart des patients qui présentent un état clinique à haut risque de psychose ne vont pas faire la transition vers la psychose. Intervention ou pas intervention. Donc faut-il vraiment intervenir? Oui, mais d'abord, la probabilité de transition vers la psychose est beaucoup plus importante qu'en population générale. Et donc, si on sait qu'on peut réduire le nombre de transitions vers la psychose, ça vaut le coup d'intervenir. Et puis, deuxièmement, il y a tous ceux qui ne font pas la transition, mais qui vont se retrouver avec des symptômes persistants pendant un certain nombre de mois, d'années, et ça concerne quand même un tiers des patients. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ne vont pas faire la transition vers la psychose, mais qui vont faire la transition vers un autre trouble psychiatrique et qu'il va falloir soigner aussi. Et puis, sans compter le fait que, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont garder des altérations fonctionnelles en long terme. Donc, oui, pour ça aussi, ça vaut le coup d'intervenir. Parfois est mis en avant par certains auteurs qui challengent cette idée d'intervention chez les UHR ou les CHR, eh bien, l'idée que ça pourrait être stigmatisant, mais il a quand même été démontré que souvent la stigmatisation, et notamment l'autostigmatisation, elle commence avant même d'être en contact avec le service. Donc cette question de stigmatisation, elle n'est pas forcément liée au fait de mettre les pieds dans un service. Et puis surtout, les stigmas, ils sont plus associés aux symptômes qu'aux moyens de traitement.
Et donc, ce sont aussi des arguments forts. Par ailleurs, on commence à voir maintenant une littérature sur est-ce stigmatisant d'avoir suivi un protocole de soins pour les personnes à haut risque clinique, et on voit que il n'y a pas d'effet de stigmatisation à long terme vis-à-vis de ce genre de difficultés. Enfin, point important, le risque de traitement antipsychotique injustifié avec la crainte qu'on pourrait mettre tout le monde sous antipsychotique pour être tranquille et donc mettre en quelque sorte en place des traitements antipsychotiques indus. On est bien d'accord, le traitement antipsychotique, on va se le redire dans un instant, n'est pas systématique dans ce type de situation, premièrement, et de toute façon, dans un certain nombre de situations, vous avez des patients qui arrivent déjà avec un traitement antipsychotique, hein, et qui parfois sont totalement inadaptés. Donc de toute façon, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil sur le traitement antipsychotique et de voir si par hasard, ça ne vaudrait pas le coup de le diminuer ou de le réajuster. Autre point, attention, il s'agit bien de suivre des patients qui présentent une plainte fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'aller les chercher dans la population générale, hein, de faire passer des CARMS à tout le monde et de dire, ben voilà, tous ceux qui ressortent à la CARMS, on va leur faire suivre un traitement, etc., etc. Voilà, pas de dépistage systématique, ça n'est actuellement pas recommandé. Je vous présente ici, par exemple, les recommandations de l'EPA à ce sujet qui sont très clairs. Je reviens sur la question médicamenteuse. Alors, faut-il vraiment mettre tout le monde sous médicaments? La réponse est non. Il y en a qui ont essayé. Ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas concluant de mettre tout le monde sous traitement antipsychotique. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps maintenant. Le traitement antipsychotique préventif systématique n'est pas recommandé. Ça peut être de manière symptomatique et en réponse à un certain nombre de symptômes persistants malgré, par exemple, la mise en place de TCC. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas en première intention et surtout pas systématique. Voilà. Histoire que ce soit clair. Je me permets d'insister un tout petit peu sur cette diapo parce qu'il y a encore, enfin, je l'ai vu encore il y a très très peu de temps dans un bouquin qui vient de paraître, dans un bouquin français, une totale mécompréhension de cette question sur l'intervention précoce auprès des populations à risque. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde sous antipsychotiques, c'est même contradictoire avec le concept de base. Hein. Vraiment, personne ne prône ça dans ce domaine-là. Au contraire, l'idée est de s'en débrouiller le plus longtemps possible sans médicaments antipsychotiques et d'éviter à un certain nombre de patients de recevoir un traitement antipsychotique de longue durée sur plusieurs années. Ok. Alors, cette diapo me permet d'introduire la question des TCC, puisque vous voyez que, par exemple, dans les recommandations de l'EPA, là aussi, pour les patients à haut risque clinique de psychose, eh bien, il est recommandé d'abord d'intervenir sur la base des TCC. Quelques données. Normalement, je ne commence pas par ça, mais là, je vais commencer par ça. Quelques données déjà annexes sur l'effet de TCC chez des patients qui ont des patients au risque clinique de psychose. D'abord, l'équipe de Van der Gaag qui travaille aux Pays-Bas et dont on va reparler plusieurs fois aujourd'hui, eh bien, ils ont montré que intervenir avec des TCC chez les patients au risque clinique, ça permettait d'améliorer la qualité de vie des patients et ça permettait de faire des économies de santé et selon leurs calculs à eux, d'économiser jusqu'à 5 000 $ par patient du fait de la diminution du taux de transition vers la psychose. Ok, alors ça c'est important, ça améliore la vie des gens et ça permet d'économiser des sous, mais euh, euh, la question c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Y a-t-il des essais cliniques randomisés, contrôlés, en double aveugle, etc., qui ont montré l'efficacité des TCC? Là est la question. D'abord, pour revenir sur les questions d'efficacité de l'intervention
auprès des personnes à haut risque clinique de psychose. Oui, il y a eu des essais cliniques sur plusieurs méthodes, sur les médicaments, comme on en a parlé tout à l'heure, enfin les médicaments antipsychotiques, sur la supplémentation en oméga 3 et sur un certain nombre de méthodes de psychothérapie. Il y a eu suffisamment d'essais cliniques pour faire des méta-analyses. Donc on va reprendre les quelques méta-analyses qui ont été effectuées à ce sujet. Alors il y en a eu plus que ça, mais je vais vous montrer plutôt les trois dernières. La première étant de 2015, c'est la méta-analyse de l'EPA qui a précédé le fait qu'il dicte des recommandations. Alors cette méta-analyse, d'abord, elle a pris toute méthode ensemble, toute méthode confondue, sans distinguer le type de méthode de soins en particulier. Et donc, ils sont allés mesurer que faire une intervention précoce, quelle que soit la nature, médicaments compris, eh bien, cela permettait de diminuer le taux de transition vers la psychose. Autrement dit, cette méta-analyse, elle permet de dire il faut s'occuper de ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser tout seuls, parce que en intervenant auprès d'eux, on peut diminuer le risque de transition vers la psychose. Vous avez une méta-analyse de Davies qui est plus récente, de 2018, qui est une méta-analyse avec une méthodologie différente, une méta-analyse en réseau qui permet d'aller comparer les différentes méthodes d'intervention entre elles, et y compris par rapport au comparateur de base qui est décrite comme intervention basée sur les besoins. Alors un petit point là-dessus, parce qu'il faut déjà bien s'entendre, intervention basée sur les besoins, c'est déjà costaud en fait, hein. Ça veut dire que globalement, dans l'intervention basée sur les besoins, donc le placebo, vous avez déjà du case management, souvent du travail de groupe, un accompagnement très régulier, un service très réactif et disponible, enfin bref, pas mal de composantes de l'intervention précoce, hein. Donc on place le niveau très haut en fait. Le placebo, c'est pas un placebo de fait, hein, c'est déjà une intervention assez costaud, ok, le comparateur. Donc ça c'est pour regarder. Cette méta-analyse, elle a par ailleurs décomposé les différentes techniques de TCC. Il y a plusieurs protocoles possibles, on va en reparler, et elle les a séparés pour bien voir s'il y avait un protocole qui sortait parmi les autres. Et donc là, on retrouve aucune technique qui est supérieure à une autre et aucune technique qui n'est supérieure au comparateur, donc qui est déjà une intervention précoce bien costaud. Alors attention, parce que cette méta-analyse, il ne faut pas la prendre comme « ah bah tiens, l'intervention précoce n'est pas efficace chez les patients à haut risque de psychose ». Hein. Non, non, ils ont déjà du bien costaud, hein, dans le comparateur. Donc attention à ce point. Ok, en tout cas, dans celle-ci, aucune méthode ne semble être supérieure. Vous avez une méta-analyse encore un peu plus récente, qui date de 2020, qui est même très récente, et qui, elle, retrouve, qui est la dernière, à ma connaissance, et qui retrouve, elle, une efficacité précisément des TCC sur un mode particulier de comparaison, et des TCC efficaces sur le risque de transition à 12 et 18 mois en analyse par pair, mais si on fait si on refait la méta-analyse en réseau qui a été faite dans l'étude que je vous décrivais précédemment, là, il ne retrouve plus d'effet. Mais on a bien effectivement quelque chose qui nous oriente vers les TCC, ce qui était déjà la conclusion il y a quelques années de l'EPA et qui avait donc déjà édicté le fait que oui, il faut aller vers des TCC. Bon alors, maintenant, question, quel contenu on met là-dedans? TCC, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des TCC pour les patients à haut risque clinique? Je vous propose de regarder ensemble l'un des protocoles qui, selon moi, de manière totalement subjective, est l'un des plus intéressants, qui est le protocole néerlandais, que vous pouvez retrouver en partie dans ce papier qui est publié dans Trials, mais seulement en partie, parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Ils l'ont également écrit dans un bouquin qui s'appelle
je vais pas vous le dire le titre de mémoire, mais dont l'auteur principal est Mark van der Gaag, et donc qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. C'est basé sur une amélioration d'un modèle, du premier modèle de TCC pour les patients à haut risque clinique qui était fait par French et Morrison, mais ils ont amélioré dans le sens que eux ont rajouté pas mal de métacognition. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un modèle en 26 séances hebdomadaires. Donc oui, 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 Julie. Voilà, donc oui, déjà 26 séances hebdomadaires. C'est donc déjà du costaud. Hein, mais attends, tu vas voir après. Euh, donc, euh, donc c'est déjà bien du costaud. Ils y sont allés bien fort. Je vais quand même vous raconter un tout petit peu. Donc vous avez en quelque sorte la vue d'avion par rapport aux 26 séances hebdomadaires. La vue d'avion est en 9 points, comme vous le voyez. Introduction, analyse fonctionnelle, psychoéducation et normalisation. Entraînement métacognitif, qui est un peu, à mon avis, le centre de ce programme. Ensuite, l'intervention cognitive et comportementale, une analyse finale, la consolidation des interventions booster. Bon, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, le premier point, c'est que on va essayer de discuter avec les patients, et vous avez toute une partie d'analyse fonctionnelle et de psychoéducation et de normalisation avec les patients sur ce que eux qualifient de expérience extraordinaire et remarquable. Ça, c'est en français, hein. Et ils ont trouvé un bel acronyme anglophone pour ça. Ça sonne mieux en anglais. Ça donne extremes. Donc, ils parlent d'extremes avec leurs patients, d'extrêmes, quoi. Et c'est assez intéressant parce que, évidemment, c'est nos symptômes, hein, qu'on connaît bien, mais qui sont traduits en langage courant, en langage banal et en un langage qui est acceptable et qui ne mobilise pas la réactance des patients, qui va permettre de pouvoir de ne pas passer du temps à débattre sur est-ce une hallucination ou pas, et encore pire, est-ce du délire ou pas. Non, on reste sur des expériences extraordinaires et remarquables, mais qui vous gênent. Et au stade d'état clinique à haut risque, ceux qui sont familiers avec ce type de patients le voient, le savent, hein, et ce sont des patients qui ont besoin de parler de ça. Ils ont envie, ils ont besoin de parler de ça, ils aiment bien ça. Donc ça c'est très parlant. Et donc vous avez toute la déclinaison de ces extrêmes que propose l'équipe de Mark van der Gaag. Donc les impressions d'étrangeté, qui sont en fait la déréalisation. Je vous le fais court, hein, mais il y a toute une description très précise. Les impressions d'être sous influence, on voit bien ce que c'est, le syndrome d'influence. Les expériences effrayantes, ce qui peut être en fait beaucoup d'expériences délirantes, par exemple du délire de persécution, les modifications des perceptions sensorielles, la confusion, les difficultés de concentration, qui correspondent presque plus à des symptômes de base d'un côté, et puis ensuite, par la suite, à de la désorganisation. Et puis les impressions inhabituelles dans le contact avec les autres, c'est-à-dire en gros les troubles de la cognition sociale. Et donc, ces expériences-là, on va passer du temps à les décrire avec les patients, à les leur raconter, puis à essayer de les recueillir auprès des patients, et puis à normaliser ce point de vue-là, parce que l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus une attente anxieuse de ce type d'expérience, une anticipation de ce type d'expérience qui peut renforcer ce genre d'expérience. Et donc, il propose, en termes de psychoéducation, de se baser sur la question de l'hyperactivité dopaminergique, avec une hyperstimulation émotionnelle qui vient créer un état d'alerte, en quelque sorte, à ce type d'expérience, et puis qui vient créer une attente anxieuse de nouvelles extrêmes. Voilà, leur programme un peu de psychoéducation et de normalisation est basé sur ces notions-là. L'autre point fort, donc, chez van der Gaag, c'est la question de l'entraînement métacognitif. Il y a une équipe qui est très forte, hein, là-dedans, qui a inventé notamment un programme que je suis sûr un certain nombre d'entre nous connaissent, qui est le MCT, le programme le Metacognitive Training. C'est l'équipe de Stefan Moritz. Et donc là, ici, on voit qu'il y a des éléments qui reviennent, hein, de ces équipes-là. Mais donc, ce que propose van der Gaag, c'est donc de se baser déjà sur une méthode
de description qui ressemble un peu aux colonnes de Beck finalement, entre donc retrouver les événements activateurs, les croyances et les conséquences dans les situations dites extrêmes, et puis de travailler ensuite, comme en métacognition, sur les biais cognitifs, de retrouver avec le patient les différents biais cognitifs qui peuvent générer des symptômes positifs, des symptômes psychotiques, du délire, des hallucinations. Par exemple, et donc vous avez tout un programme, et c'est pour ça que c'est long en fait, hein, parce qu'ils vont décortiquer tous les biais cognitifs avec le patient, séance par séance, notamment ceux qui sont particulièrement impliqués dans les troubles psychotiques. Des biais cognitifs dans les pathologies mentales, vous pouvez en avoir plus que ça, mais ceux qui sont particulièrement impliqués dans les troubles psychotiques, d'après la littérature, sont là. Et donc, eux ont retenu notamment l'attention sélective, c'est-à-dire le fait, par exemple, de percevoir un danger quand il n'y en a pas, en quelque sorte une espèce de surattention. Les biais mnésiques, avec par exemple dans les biais mnésiques des attentes négatives qui génèrent, eh bien, qui colorent de manière pessimiste un certain nombre de souvenirs, et puis les biais de raisonnement, comme par exemple celui qui est probablement celui qui est le plus connu, celui qu'on se représente tout de suite, qui est le saut aux conclusions, c'est-à-dire le fait de sauter un certain nombre d'étapes de raisonnement pour directement aller vers la conclusion, de préférence la plus menaçante, dans un événement donné. Voilà, mais aussi le biais de confirmation, par exemple, bah, si ça s'est passé comme ça s'est passé exactement comme je l'avais dit, je l'avais bien dit. Voilà. C'est des biais qui ne sont pas spécifiques à la psychose, on est d'accord, hein, c'est des trucs qu'on retrouve dans des tas de domaines de la vie, par exemple en matière d'épidémie virale, de pandémie. Hein. Voilà, vous avez plein de gens qui vous disent, je vous l'avais bien dit que ça se passerait comme ça. Bien, donc l'idée, c'est justement de normaliser aussi cet effet-là hein, avec les patients. De normaliser le fait que, attention, ces biais cognitifs-là, oui tu me dis hein, quand il ne reste plus que 5 minutes, c'est de normaliser le fait que, bah oui, ces biais cognitifs-là, on peut tous les avoir, et donc on peut tous être piégés par ce genre de choses. Ok. Alors, un petit point d'ailleurs, c'est que dans ce protocole de Van der Gaag, ça se fait essentiellement, même quasi exclusivement, en individuel, hein, ce que je n'ai pas précisé au début. Mais on retrouve d'autres méthodes de traitement où ça peut se faire en collectif, en groupe, ce qui peut avoir un certain nombre d'intérêts quand même. Voilà. Et puis vient ensuite la phase d'intervention, c'est-à-dire le fait de vraiment pointer dans le quotidien du patient, dans le quotidien récent du patient, donc tenir un agenda, les expériences extraordinaires et remarquables, de les recenser, de les catégoriser, d'analyser les situations et d'aller essayer d'aider le patient à passer au travers de ces extrêmes en contrôlant les différents phénomènes psychiques qui peuvent se passer à ce moment-là, et donc de faire un travail d'exposition lorsque ce travail d'exposition est approprié, ce qui va être par exemple pour quelqu'un qui aurait des idées de persécution en situation de stress, d'aller progressivement l'exposer par exemple à être en présence de plusieurs personnes de manière très progressive et d'arriver à gérer ces idées-là. Voilà, par exemple en travaillant sur les hypothèses alternatives. Voilà un peu, résumé, de manière très courte, hein, les 26 séances du protocole Van der Gaag. Je vous passe les boosters, mais globalement, on est là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'Aurélie Chandrin nous dira tout à l'heure si ça se passe comme ça à Melbourne. Moi, ce que j'ai retrouvé, par exemple, pour reprendre un peu d'autres approches, je pense que ça a dû changer depuis 2013, hein, j'imagine, mais le problème de la littérature, c'est qu'on a souvent un retard par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est des domaines où on améliore sans cesse son modèle. Mais à Melbourne, ils sont beaucoup plus élargis dans leur approche, hein, moins centrés sur la métacognition, avec des choses plus classiques que l'on peut retrouver pour des tas de pathologies qui sont non spécifiques, de gestion du stress, de gestion des symptômes négatifs et de la dépression, avec des programmes de coping centrés sur les symptômes positifs, et puis
Et puis des programmes centrés sur les comorbidités, troubles anxieux, usage de substances avec du travail motivationnel, et puis le PTSD. Alors j'en ai pas dit un mot pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un point qui est émergent, et donc chez Van der Gaag, chez les Néerlandais, maintenant ils l'ont intégré aussi. Nous avons un certain nombre de patients qui, en état clinique à haut risque de psychose, ont des symptômes post-traumatiques. Ça n'est vraiment pas rare d'en croiser, et souvent les deux problématiques peuvent être associées sur un long temps. On en retrouve aussi après un premier épisode psychotique, évidemment, hein, mais dès le stade d'état clinique à haut risque, et même c'est même plus facile à observer, on a un certain nombre de patients qui ont par ailleurs vécu des traumatismes et qui ont une symptomatologie de PTSD. Donc l'équipe de Magori propose de s'en occuper de ça. Ça me paraît très important. Je vous ai mis en dessous encore un autre protocole pour faire plaisir à Julie, parce qu'il est en 32 séances, celui-là. Voilà. Et donc, voilà, avec un protocole italien qui est une adaptation en quelque sorte du protocole de Van der Gaag, mais avec de la gestion des émotions par ailleurs mise dessus, et du travail sur l'anxiété sociale. Vous voyez donc qu'on a vraiment du boulot. Hebdomadaire, oui, 32 séances hebdomadaires. Il faut tenir le coup, hein. Bon, je vous raconte juste rapidement comment on s'est inspiré de tout ça à Nancy. Donc nous, on fait ni 26 ni 32 séances hebdomadaires. On agit de manière modulaire, c'est-à-dire on propose l'un ou l'autre aux patients selon d'abord notre état d'avancement et de préparation, parce qu'on est une petite équipe, mais aussi en fonction évidemment des besoins du patient. Donc ça, c'est très important. On a un programme de psychoéducation qui s'appelle Psycho-information, pour être normalisant précisément. Un programme, nous on a réadapté le Metacognitive Training de Moritz aux UHR, enfin aux états cliniques à haut risque, avec l'idée que nous on travaille en groupe sur ces questions d'entraînement métacognitif, parce qu'on trouve quand même que les patients s'apportent beaucoup de choses mutuellement. Donc on ne s'interdit pas de le faire en individuel. Le MCT permet ça s'appelle le MCT+. Mais on essaie au maximum de le faire en groupe, parce que le fait d'être avec d'autres patients a souvent une dimension normalisante aussi, c'est de voir que d'autres personnes peuvent vivre la même chose dans d'autres domaines de leur vie. Voilà, et en quelque sorte, ça valide aussi le discours sur la métacognition. Voilà. Alors, question, et la troisième vague, qu'en est-il? Alors, je me permets de citer un papier de l'équipe de l'ami Frédéric Esbart, ici présent, sur les effets de la mindfulness dans les phases précoces de psychose, où ils ont regardé dans la littérature ce qui se passait dans les premiers épisodes et chez les patients à haut risque clinique, avec donc une mindfulness qui est bien tolérée dans les premiers épisodes de psychose, qui ne réactive pas de symptômes positifs, hein, déjà, et qui joue avec des effets positifs sur l'anxiété, sur la qualité de vie. Il y a un protocole de mindfulness qui est fait actuellement sur des états cliniques à haut risque. C'est le protocole Momentum, qui est en fait c'est un protocole qui est fait dans l'équipe de McGorry. C'est un protocole de mindfulness online sur 2 mois. Donc on va dire, c'est pas tout à fait ce qui est fait, on va dire dans les habitudes de la mindfulness la plus basique, quoi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on s'est posé la question de proposer un programme de mindfulness qui soit adapté aux états cliniques à haut risque de psychose. Donc c'est un essai clinique qui devrait commencer en 2021 sur la base d'un PHRC, donc ce sera une étude multicentrique avec des centres, notamment à Dijon, à Brest, à Paris, à Nancy. Et donc l'idée, c'est de se baser sur le MBCT, mais de l'adapter aux patients à
au risque de psychose sur euh, une durée beaucoup moins importante, pas 8 séances comme c'est dans le MBCT, mais 5 séances sur 4 semaines. Donc vraiment compact et avec 2 boosters un peu plus loin, à 1 mois d'intervalle, et de le faire en groupe à 5 à 10, avec 5 à 10 personnes par groupe. On s'est posé la question à un moment de pouvoir mixer du travail de groupe avec du travail en télé, quoi, c'est-à-dire à distance. Et pour l'instant, on veut vraiment valider le protocole en présentiel, mais rien n'empêche ensuite de pouvoir décliner ça à distance. Voilà. C'est un essai qui est financé par le PHRC, et puis donc je vous dis à bientôt pour le moment où on pourra vous présenter des résultats, mais ça va durer quand même un petit bout de temps parce qu'il va falloir inclure pas mal de patients. Voilà, j'ai fini Julie et je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent.